Bonjour à tous, donc je suis effectivement Cyril Durand-Fontanelle, avocat au barreau de Paris, et donc je conseille effectivement des dirigeants d'entreprise, très souvent des dirigeants propriétaires, c'est-à-dire qui ont créé ou hérité de l'entreprise qu'ils dirigent, qu'ils développent en France ou à l'international. Voilà. Donc le sujet du jour vous a été rappelé, donc choisir le bon statut en fonction de ses objectifs, de ses moyens. Et donc, en premier lieu, donc, un rappel sur les statuts. Alors, je vais me concentrer sur les statuts des sociétés commerciales, les plus couramment utilisés, donc SARL, SAS et SA, c'est-à-dire société à responsabilité limitée, société par action simplifiée, et puis société anonyme éventuellement. Mais on verra que peut-être pour la plupart des... Pour la caméra, oui, c'est embêtant. On verra que pour la plupart des créateurs, surtout indépendants ou deux ou trois, la SA, c'est peut-être une étape future, mais pas immédiate, sauf exception. Bien sûr, je suis là aussi pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à intervenir au cours de cet exposé. Donc, ces trois grandes sociétés commerciales, donc SARL, SAS et SA, ont toutes des points communs et des spécificités. Et évidemment, c'est par rapport aux spécificités que vous allez choisir quel est le bon statut pour vous. Alors, on sait que, avant de traiter ces trois grandes sociétés commerciales, qu'il y a maintenant une multitude d'offres en termes de statut juridique pour le créateur d'entreprise. Il y a l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, voire des statuts qui sont à cheval avec le droit du travail, du type le portage salarial par exemple. Donc là, on rentre dans une structure plus affirmée, je dirais, avec ces trois types de sociétés commerciales, SA, SAS, SARL, et donc c'est parmi celles-là qu'on va choisir. Mais si vous avez des questions sur les autres statuts, plus légers, je dirais, j'y répondrai volontiers. Quoique je travaille surtout avec ce type de société commerciale, SARL, SA, SAS. Donc, quels sont tout d'abord les points communs à ces trois grands types de sociétés commerciales? Eh bien, tout d'abord, c'est qu'elles ont toutes une assemblée générale d'actionnaires ou d'associés, qui est souveraine, c'est-à-dire c'est vraiment elle qui détermine les grands axes. Tout d'abord, l'objet social de la société, qu'on retrouve dans les tout premiers articles de statut, pour ceux qui en ont déjà lu ou rédigé. Donc l'objet social, ça fonde l'entreprise dans son activité quotidienne, c'est-à-dire quel est le métier de l'entreprise. Donc ça, c'est un point commun. C'est l'Assemblée générale constitutive qui décide quel est l'objet social, donc quel est le métier de l'entreprise. Et à chaque métier, ou à de nombreux métiers, plus exactement, près de 90, il y a des réglementations particulières. On n'en a pas toujours conscience, mais de très nombreux métiers sont réglementés, essentiellement sur trois points, ou 2 plus 1, qui sont la formation du dirigeant, l'expérience du dirigeant et éventuellement des garanties bancaires du type pour les entreprises de travail temporaire, pour les entreprises de voyage par exemple. Donc l'objet social est structurant dès le départ et donc c'est l'Assemblée générale qui le décide. Constitutive ou extraordinaire s'il y a une modification. Donc sur l'Assemblée générale ordinaire, typiquement donc, dans le quotidien courant, c'est-à-dire chaque année, une fois que l'entreprise est créée, donc elle va voter les comptes, adopter les comptes, poser des questions aux représentants sociaux de la société. Elle nomme l'Assemblée générale ordinaire le représentant légal et le cas échéant les membres de l'organe de contrôle, on en parlera tout à l'heure. Donc organe de contrôle, j'entends conseil d'administration pour les sociétés anonymes par exemple. Ensuite, toujours sur l'Assemblée générale souveraine, donc l'Assemblée générale extraordinaire, donc elle modifie les statuts, par exemple l'augmentation ou la réduction du capital social. On voit que ça c'est quand même un élément majeur, bien sûr dans la responsabilité de la société à l'égard des tiers, et donc de l'engagement des actionnaires vis-à-vis des tiers par le truchement de la société qu'ils ont créée à titre d'actionnaire ou d'associé. Et puis ils modifient ou font l'évolution de l'objet social. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois. Donc, toutes ces sociétés, comme une association du reste, toute organisation collective, donc à une assemblée générale qui est souveraine, plus
à minima un représentant légal donc pour chacune de ces sociétés. Et donc ce représentant légal a les pouvoirs les plus étendus, c'est la définition qui lui est donnée. Hein. Chaque fois qu'il réalise une opération, il est censé, quand il se présente, il est censé la réaliser au nom et pour le compte de la société, même s'il y a un pacte d'actionnaires qui éventuellement limite son pouvoir. Ce pacte d'actionnaires n'est pas opposable au tiers. Donc, pour chacune de ces sociétés, il y a une dénomination particulière quant à son représentant légal. Bon, j'imagine que vous le savez pour la plupart d'entre vous. Donc, pour la société à responsabilité, c'est un gérant plus un ou deux co-gérants. Pour la société par action simplifiée, donc c'est un président, plus éventuellement un ou deux directeurs généraux délégués. Je note que le président peut être une personne physique ou morale, associée ou non, en ce qui concerne les SAS. Je ne sais pas si ça vous concerne aujourd'hui, mais par exemple dans les groupes, dans les grands groupes du CAC 40 qui ont au-delà de 600 filiales, c'est très fréquent qu'ils aient parmi les filiales des SAS dont le président est une SAS au-dessus. Ensuite, les SA, donc les sociétés anonymes, donc un président directeur général ou un président plus un ou deux directeurs généraux. Ça, c'est une spécificité très française de concentrer les pouvoirs du président et du directeur général, ce qui est peu courant ailleurs, notamment, par exemple, dans la plupart des États-Unis d'Amérique ou en Allemagne, par exemple, où il y a la dissociation entre les deux. Voilà, je dirais, pour les points communs à ces trois types de sociétés commerciales. Donc, pour l'instant, on est dans un cadre, je dirais, que vous connaissez plus ou moins, qui est commun, donc qui n'est pas déterminant a priori sur le choix que vous aurez à faire éventuellement quant au statut. Nous rentrons donc maintenant dans les spécificités de chacune de ces sociétés. Et donc là, vous allez voir que déjà dans les premiers items, eh bien déjà vous allez vous dire « Ah ben oui, ça me correspond » ou « ça ne me correspond pas du tout ». Déjà, il va y avoir des orientations qui vont se faire. Donc tout d'abord sur le capital social, minimum ou pas. Donc en ce qui concerne les SARL et les SAS, le minimum et le maximum du capital social sont libres. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas aujourd'hui. On peut créer une SAS ou une SARL à 1 euro. Alors après, avoir une SARL ou une SAS avec 1 euro de capital social, sous-entendu, vous êtes responsable au travers de votre société à 1 euro par rapport au tiers, c'est vrai qu'on ne sent pas une personne très investie. Quand on a un président ou un gérant qui s'engage à 1 euro, bon, ça va être difficile de convaincre ses partenaires au sens très large que c'est quelqu'un qui en veut, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que le capital que vous choisissez est évidemment, doit correspondre à des actifs, mais c'est aussi une communication que vous faites aux différents partenaires que vous pouvez rencontrer sur votre engagement. Hein. Donc ça, c'est un sujet. Par contre, point clivant, le capital social d'une société anonyme, lui, est un minimum de 37 000 euros. On voit déjà, c'est un effort supplémentaire. Évidemment, il faut que ça corresponde à des actifs. Donc ça peut être des imprimantes, mais là, il en faudra beaucoup. Ça peut être des ordinateurs, il en faut beaucoup, mais quand on est consultant, on a pas mal d'ordinateurs, donc on peut arriver à ces chiffres-là. Plus une ou deux voitures éventuellement pour faire de la maintenance, on peut arriver à ce montant-là. Mais ce n'est pas le seul critère, on va en voir d'autres, bien sûr. Donc, deuxième critère important et assez clivant aussi, je pense, c'est l'intuitu personné, c'est-à-dire le fait qu'on s'associe avec d'autres personnes ou pas en fonction de leur qualité ou qu'en fonction de l'apport financier, l'apport numéraire qu'ils peuvent apporter. Donc, intuitu personné, c'est du langage latino-juridique, donc ça veut dire en fonction de la qualité de la personne. C'est-à-dire, je m'associe avec mon frère parce que c'est mon frère, par exemple. Vous voyez, on voit tout de suite. Donc, par exemple, les sociétés à responsabilité limitée, traditionnellement, ce sont encore des sociétés familiales très souvent. Les artisans, par exemple, vous les voyez très souvent en SARL. Aujourd'hui, en EURL, ou plus exactement en SARL, associé unique. Voilà. Donc ça, on sent l'intuitu personné qui est lié, j'y reviendrai, à ce statut de SARL. Donc SARL, associé en fonction de leur qualité, je le disais, parce que j'ai confiance en lui, parce que j'ai une histoire, X ou Y, et donc je m'associe avec lui.
et pas avec d'autres. Et je ne veux pas que les parts sociales puissent être librement cessibles. Si mon frère veut vendre ses parts dans une SARL ou mon associé, eh bien, il faudra que l'acheteur ait mon agrément. Et ça, c'est la loi qui l'impose. Hein. Ça, ce n'est pas au choix de la personne. Donc, il faut un agrément avec un processus d'agrément qui est prévu par la loi et qui est habituellement retranscrit dans les statuts. Sinon, rachat par les associés restants si l'acheteur éventuel n'est pas agréé par le ou les associés préexistants. Donc, un nombre minimum d'associés pour la SARL, depuis qu'il y a la SARL à associé unique, en 1985, on l'appelait entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors, même au greffe de Paris, il faut arriver à les convaincre qui n'est pas le plus petit greffe de France quand même, qu'il ne faut plus mettre URL, mais qu'il faut mettre SARL à associé unique. Voilà. Donc, ça a tellement bien marché que ça a marqué les esprits, même les spécialistes qui, au quotidien, normalement, devraient appliquer les lois nouvelles. Donc il n'y a plus de nombre d'associés minimum, enfin bien sûr, personne physique, là par contre, à la différence de la SS. Donc maximum 100 associés. Donc on voit bien que la SARL, c'est plutôt fait pour une communauté de personnes qui se connaissent, puisque cet institut personné, cet agrément, est imposé par la loi. Toujours sur l'aspect institut personné, on voit les deux autres types de sociétés commerciales. Donc, société par action simplifiée. Donc, les actions peuvent être librement cédées ou pas. Ça, c'est défini dans les statuts. C'est une particularité qu'on reverra à chaque étape ou la plupart des étapes de mon intervention. C'est que la SAS, la société par action simplifiée, est très plastique. Et à l'intérieur de la SAS, les rédacteurs, donc les associés, peuvent créer un organe, imposer un agrément. Voilà. Alors, ça peut être fait dans les statuts, qui sont publiés, qui pour être modifiés nécessitent une assemblée générale extraordinaire. Mais sinon, cet agrément peut être aussi intégré dans un pacte d'actionnaires, ou d'associés en l'occurrence, qui lui sera secret et qui peut être modifiable beaucoup plus facilement, sans publication, sans réunir d'assemblée générale extraordinaire. Donc c'est vrai que très souvent, ou en tout cas il est bon, quand on crée une association, en vue de créer une société, de rédiger tout d'abord un pacte d'actionnaires. Et ça permettra d'ailleurs de valider un certain nombre de représentations que chacun des associés ou actionnaires qui veulent rédiger ce pacte ont. C'est déjà un processus de réflexion assez, qui peut soulever de nouvelles questions. Parce que la particularité dans les pactes d'associés, c'est qu'on va prévoir le cas de la séparation, qui est une bonne chose à mon avis, enfin qui est même vraiment hautement recommandée. C'est-à-dire quand tout va bien, c'est facile de dire bon, on se répartit le gâteau comme ça, mais par contre quand on a déjà créé un gâteau et que s'il y a des dissensions au sein des associés ou des actionnaires, ça va être difficile de renoncer à une part du gâteau. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce pacte d'actionnaires parce qu'il va vous permettre de définir dès le départ un mode de calcul et de répartition du gâteau une fois qu'il sera créé ou des éventuelles pertes. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui peut être à étage, c'est-à-dire les 2 premières années, chaque partie peut partir librement gratis pour Déo, sauf s'il y a un passif. Ensuite, les 3 années suivantes, le mode de calcul, ce sera le suivant. Et ensuite, au-delà, le mode de calcul sera un autre. Vous voyez, ce n'est pas fixé une fois pour toutes. À l'intérieur du pacte, on peut prévoir plusieurs périodes avec des modes de séparation différents. Donc je continue, donc société par action simplifiée. Donc les SAS, les actions peuvent être librement cédées, définies dans les statuts ou dans le pacte. Nombre d'associés minimum, maximum, là aussi, c'est comme la SARL. Il peut y avoir la fameuse SASU que vous connaissez, société par action simplifiée à associé unique. Donc il n'y a pas de minimum ni de maximum d'associés dans les SAS. Plein écran, c'est peut-être ça. Celui-ci ? Merci.
Alors, les sociétés anonymes, on a vu que dans les particularités, il y a déjà un capital social important, puisqu'il est de minimum 37 000 euros. Là aussi, nouvelle particularité propre aux sociétés anonymes, il faut qu'il y ait au minimum 7 actionnaires. Ensuite, ces actions sont librement cessibles. Donc les SA, c'est souvent des entreprises qui sont très consommatrices de capitaux et donc qui nécessitent effectivement un nombre assez important, voire colossal d'actionnaires. Et la spécificité, sauf pacte d'actionnaires à côté, mais qui n'est pas opposable au tiers, c'est que les actions sont librement cessibles. C'est-à-dire, je suis actionnaire d'une ESA familiale, par exemple. Un matin, je me réveille, je veux vendre à n'importe qui, à mon plombier, à je ne sais qui, à ma compagne du moment, je peux le faire, sauf s'il y a un pacte d'actionnaires. Donc, si vous avez un projet, effectivement, de création d'entreprise ou de développement d'une entreprise qui, de SS, vous voulez faire passer à SA parce que vous avez un objectif de pouvoir entrer sur le marché de l'épargne publique, donc de collecter des capitaux importants, et bien là, donc dans ce moment-là, vous ferez une assemblée générale extraordinaire pour passer de SRL par exemple ou SS à SA. Et j'ai perdu mon fil, je vous demande pardon. Et vous pourrez vendre à n'importe qui, sauf s'il y a un pacte d'actionnaires. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Si vous choisissez à un moment donné de votre vie d'entrepreneur la société anonyme, il faut vraiment qu'il y ait un pacte d'actionnaires. Si vous voulez maîtriser un peu la communauté de vos actionnaires. Oui, monsieur ? Pour la SA, capital minimum 37 000, est-ce que vous avez repéré encore des personnes qui créent ce type de structure en appelant seulement une part du capital? Parce qu'il y a la possibilité toujours plutôt de passer en SARL et ensuite, enfin prendre une SARL et passer ensuite en SA. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui passent par la SA en n'appelant qu'une partie obligatoire au départ avec l'augmentation après? D'accord. Je pense que vous faites référence au premier rapport, c'est-à-dire on peut libérer le capital en plusieurs tranches, effectivement. Donc pour l'ensemble de ces sociétés, lorsqu'on déclare qu'on a un capital social, par exemple, de 37 000 euros, effectivement, on doit libérer 50% à la création de la société et ensuite les 50 autres % sur les 5 années qui viennent. Voilà. Oui, ça c'est toujours possible, effectivement. Bonne question, effectivement. Donc effectivement, vous avez une possibilité de financer d'apporter physiquement ces valeurs en 5 ans. Donc voilà. Alors, chacune de ces sociétés, on a vu tout à l'heure dans les points communs, donc il y a un représentant légal et une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire souveraine. La particularité, donc, c'est qu'entre l'Assemblée générale, donc, qui est le socle de la société, et puis le représentant légal, donc, il y a un intermédiaire, ou il peut y avoir un intermédiaire, qui est donc, dans le cadre de la société anonyme obligatoire, qui est le conseil d'administration, qui est un organe de décision et de contrôle, dont les pouvoirs ne peuvent pas être aménagés par les statuts ou par un pacte d'actionnaires. Donc c'est un organe important, effectivement. Et il y a, vous savez peut-être, 2 types de sociétés anonymes en France. La société anonyme classique, avec donc le conseil d'administration, et puis la société anonyme avec conseil de surveillance, et puis j'oublie le terme, c'est plus le comité directeur, c'est le... C'est bête. Pardon ? Le directoire, merci. Merci. Donc effectivement, avec un organe de contrôle bicéphale, alors contrôle n'est pas tout à fait le bon terme, c'est-à-dire en fait, il y aura donc le directoire, effectivement, qui est le pouvoir exécutif au quotidien, qui va mettre en œuvre la politique, qui est décidée par le conseil de surveillance et le président du conseil de surveillance. En principe, le directeur général, patron du directoire, a les pouvoirs les plus étendus. Il peut y avoir des
limitation de ses pouvoirs, décidée par le conseil de surveillance. Voilà. Donc là, c'est déjà quelque chose qui nous vient de l'Allemagne, en fait, hein, ce type de structure sociale, qui est peu employé en France, mais qui progresse sur nombre, je veux dire, chaque année, notamment sous l'influence des fonds américains, puisqu'aux USA, donc, ils ont l'habitude d'avoir une direction bicéphale entre le chairman et le CEO, quoi. Donc là, j'ai commencé par la fin, par le troisièmement, la SA, qui est la spécificité, qui est obligatoire. Elle, la SARL, n'a pas d'organe de contrôle, hein, il y a seulement l'Assemblée générale et le gérant ou les co-gérants. La SAS donc, peut avoir un organe de contrôle. La SAS est souvent l'intermédiaire entre la SARL et la SA. Là encore, c'est la liberté contractuelle qui prévaut pour la définition des statuts, enfin en tout cas une grande liberté qui prévaut dans la définition des statuts et l'organisation de la SAS, avec le principe minimal, donc toujours l'Assemblée générale et un président. Donc, ensuite, l'organisation optionnelle, donc c'est l'organisation tripartite, Assemblée générale plus un président plus un organe de contrôle, qui peut être librement défini donc, par l'Assemblée générale constitutive ou par la suite par une Assemblée générale extraordinaire, et donc est composée d'un organe de contrôle librement défini par l'AG constitutive ou extraordinaire dans les statuts. Déjà, quant au choix du nom, hein, donc on peut l'appeler conseil de la présidente, comité stratégique ou autre. Hein. Personnellement, je conseille d'éviter le terme de conseil d'administration qui renvoie plus à l'ASA, de manière à ce que les gens ne partent pas sur des fausses pistes. Le pouvoir ou les pouvoirs de cet organe, donc, peuvent être simplement consultatifs et ou décisionnaires. Donc ça aussi, c'est quand même une grande facilité. Alors, quand est-ce qu'on voit ce type de structure SAS avec un organe de contrôle, au sens large, consultatif ou décisionnaire? C'est à l'occasion, donc, une fois que la SAS est créée ou que la société est créée, on la fait passer à SAS avec un organe de contrôle, surtout lorsqu'il y a des institutionnels qui arrivent dans le tour de table, c'est-à-dire par exemple des sociétés de capital risque, filiales de BNP Paribas par exemple, qui vont prendre des parts dans la société et qui vont la monter de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par exemple. Donc là, ces personnes-là entendent, ça peut être aussi des business angels, hein, entendent avoir un suivi régulier de la société. Donc c'est la raison pour laquelle elles demandent effectivement la création de ce comité de suivi, conseil de la présidence ou autre. Voilà. Donc ça, c'est assez fréquent, effectivement, d'avoir une SAS dans laquelle, au bout d'un certain temps, on crée cet organe de suivi, décisionnaire ou simplement consultatif. Oui. Si on se concentre sur la partie création d'entreprise, Oui. En général, on est plus dans une hésitation entre SARL et SAS. Il y a aussi la question de la holding. Créer une holding en fonction des projets qu'on a par la suite. Comment est-ce que... Alors, moi je suis pour faire simple. Soit il y a un projet, soit plusieurs projets. S'il y a un projet, je ne conseille pas de faire une holding sur la société. Hein. Par contre, si vous avez plusieurs projets à la fois pour lesquels vous souhaitez effectivement créer une société pour chacun de ces projets, qu'est-ce que ça pourrait être par exemple? Ça pourrait être du conseil stratégique en matière de structure informatique, et puis à côté une filiale ou une filiale sœur qui fait de la maintenance informatique, par exemple. Si vous avez des gros capitaux dans l'une et dans l'autre, effectivement, ça peut valoir le coup de séparer ces deux activités et de les structurer chacune avec une structure sociale, donc chacune avec une société. Bon, maintenant, c'est pas fréquent quand même, hein. Ou alors il faut que chacun... C'est possible chez les serial entrepreneurs qui ont déjà des capitaux, qui ont déjà des moyens, qui ont déjà une expérience, qui voient grand, et donc ils sont prêts effectivement à créer 2-3 activités en même temps. Ça, je l'ai vu, ou qui en rassemblent effectivement. Alors, on crée souvent une holding quand on va faire un LBO, c'est-à-dire quand vous avez des actionnaires, ou des acheteurs plus exactement,
d'une ou plusieurs sociétés qui vont créer une holding au-dessus de la société qu'ils vont acheter. Donc ils vont créer cette holding, faire un emprunt avec cette holding, endetter cette holding, donc, et puis avec cet emprunt, racheter effectivement la société qui devient donc à ce moment-là la filiale de la holding. Voilà. Donc, effectivement, dans ces opérations avec effet de levier, il y a un intérêt fiscalement parce que la holding s'est endettée, donc n'a pas de dividendes, en tout cas les premières années, et par contre elle pompe les dividendes de sa filiale, ce qui fait que sur l'ensemble du périmètre fiscal, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés pendant 5-6 ans, par exemple, si les choses se passent à peu près normalement. Donc, effectivement, mais là, c'est déjà des opérations un peu sophistiquées. Mais ceci dit, c'est vrai que 2-3 entrepreneurs ou associés pourraient se réunir en disant, voilà, moi j'ai envie d'acheter une société. Donc là, ils sont plus simplement créateurs, mais repreneurs, et créer effectivement ce système qui est ce schéma qui est assez courant. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce schéma-là. Ou alors on n'a pas les mêmes associés sur 2 activités différentes. Oui, par exemple, oui. Et donc on veut séparer le risque ou le... Ah, effectivement, donc là vous êtes effectivement sur plusieurs projets avec vous êtes sur les 2 projets, on va dire, et puis sur un premier projet vous êtes avec d'autres actionnaires ou associés, et sur un deuxième d'autres. Alors créer votre propre holding au-dessus, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ouais. Alors c'est vrai que je n'aborde pas le point fiscal, qui est un enjeu important dès qu'on parle de schéma, parce que là il y a autant le LBO dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'endettement de la société holding qui va racheter grâce à l'emprunt qu'elle contracte une cible, autant ça c'est un schéma assez facile, autant après sur ce que vous indiquez, là il y a des arbitrages fiscaux qui ne sont pas mon domaine, hein. Là, je ne préfère pas aller trop sur ce terrain-là, mais effectivement il y a une réflexion fiscale à avoir dans le cadre de montage, quoi. Alors, est-ce que j'ai traité organe de contrôle ou pas? Alors, ces membres sont nommés par l'Assemblée générale. On est comme pour les membres d'un conseil d'administration d'une société anonyme, les membres de l'équivalent qu'on appelle encore une fois conseil de surveillance, conseil de la présidence pour une société par action simplifiée, ces membres donc sont nommés, sont élus même d'ailleurs, par l'Assemblée générale ou par le président, suivant ce qui est prévu dans les statuts. Alors là aussi, la fréquence des réunions peut être décidée dans les statuts ou ça peut être aussi remis au pouvoir du président. Et la responsabilité, les pouvoirs sont définis. Néanmoins, la responsabilité et le pouvoir de chacun des membres, ou plutôt de l'organe, excusez-moi, sont définis dans les statuts, c'est-à-dire décisionnaires ou consultatifs, par exemple. Par contre, donc, les membres de cet organe ne peuvent pas, en principe, être mis en cause au titre de manquement, car ils relèvent en principe légalement de la seule responsabilité du président en ce qui concerne une société par action simplifiée. Donc ça, c'est une grande différence, par exemple, avec les membres du conseil d'administration d'une société anonyme qui, eux, s'engagent civilement et pénalement de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Et ça, c'est très important, c'est une vraie responsabilité quand on est membre d'un conseil d'administration de SA, de dire « je n'ai pas compris » ou « je ne suis pas d'accord », ce qui est très difficile, parce que c'est très difficile, quand on fait partie d'un petit aéropage, de se désolidariser. C'est vraiment une question quand, si un jour vous êtes effectivement appelé à être élu, à siéger dans un conseil d'administration, c'est vraiment une réflexion que vous devez avoir. Si un jour ceci ou cela se passe, comment je vais réagir? C'est pas facile de se désolidariser. C'est vraiment un sujet. Dans la SAS, donc en principe, je dis bien en principe, chaque membre n'est pas individuellement responsable de la décision qui est prise par le comité stratégique, si le comité stratégique a un pouvoir de décision. Mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu par la loi, néanmoins, chacun est responsable de ce qu'il fait, hein, c'est-à-dire civilement ou pénalement. Alors, il est bon d'avoir, d'ailleurs, pour tout type d'organe, hein, que ce soit un conseil d'administration ou celui pour une société par action simplifiée, c'est le petit b du bas, donc il est bon effectivement d'avoir un règlement intérieur pour le bon fonctionnement
du conseil d'administration ou du comité stratégique au conseil de surveillance pour la SAS, notamment mentionner par exemple la confidentialité des débats, le fonctionnement de la présence, les jetons de présence éventuellement. L'ASA, j'en ai déjà parlé, donc, puisque c'est un peu la matrice en quelque sorte, hein, puisque pour elle c'est obligatoire d'avoir un organe de contrôle et décision, donc le conseil d'administration pour une SA classique, ou directoire et conseil de surveillance pour l'ASA à conseil de surveillance. Pardon, je vais un peu vite. Alors, dans les autres particularités aussi, j'ai déjà pas mal évoqué, mais j'y reviens un petit peu plus. Donc, il y a quelques facilités statutaires. Donc, la société par action simplifiée offre beaucoup de possibilités d'aménagement statutaire, j'en ai parlé, création d'un organe de conseil, de contrôle ou pas. Et donc, une large partie des conditions des pactes d'associés peut être introduite dans les statuts et donc être opposable au tiers. Voilà, par principe, et c'est aussi un intérêt des pactes d'actionnaires ou d'associés, ces pactes sont confidentiels, donc ne sont pas opposables au tiers, c'est-à-dire un associé ne pourrait pas dire ah oui, mais nous on avait limité le pouvoir du conseil de surveillance ou du conseil de la présidence pour une SAS. Donc, en fait, vous avez signé un contrat avec notre président, mais il n'avait pas le pouvoir pour le signer, ce contrat. Donc ça, ce n'est pas opposable au tiers. Hein, d'accord ? Un des intérêts aussi, c'est que vous pouvez, dans des pactes d'actionnaires, constituer des majorités. C'est-à-dire, avant chaque assemblée générale, nous nous réunirons pour convenir de ce qu'on va voter d'une seule voix, par exemple. C'est possible. Hein. Alors, quand la société est cotée, il faut déclarer ce type d'accord. Hein, parce qu'évidemment, ça peut faire bouger les lignes de manière importante. Mais pour des petites sociétés qui ne sont pas cotées, ce n'est pas obligatoire, ça peut rester secret. Pourvu que ce ne soit pas une entente illicite, c'est-à-dire qui cache derrière une répartition des marchés, des ententes sur les prix, hein, bien sûr. Le droit commun s'applique aussi à ces pactes d'actionnaires. Donc, un des intérêts, en tout cas, pas nécessairement utilisé, mais c'est une des possibilités, c'est effectivement faire entrer des conditions prévues dans le pacte d'actionnaires, de les faire entrer dans les statuts, et à partir du moment où ils sont dans les statuts, là, pour le coup, ils sont opposables au tiers. Donc ça peut être intéressant pour ça. On peut y mentionner également donc, les conditions de sortie, c'est-à-dire très souvent dans les pactes, comme je disais tout à l'heure, c'est un des grands intérêts du pacte d'actionnaires ou d'associés, c'est de prévoir les conditions de sortie, c'est-à-dire si tu veux sortir, tu me les proposes d'abord à moi, tu me proposes de vendre tout d'abord à moi les actions ou parts sociales, hein, donc ça c'est très classique. Et puis, donc, je disais, la méthode de valorisation de ces actions ou parts sociales dans une SARL. Donc, il peut y avoir aussi un démembrement d'actions, c'est-à-dire de prévoir qu'il y a des actions de catégorie A qui sont, bien sûr, la propriété plus les droits de vote, et avec, par exemple, des droits de vote doubles, et d'autres actions qui seront donc qu'avec le titre de propriété, sans le droit de vote, par exemple. Ça, c'est possible aussi d'aménager ce type de choses. Donc, il peut y avoir une privation de droit, sanction par voie d'exécution. Nota bene, si des conditions de pacte d'associés sont introduites dans les statuts, elles sont publiées, donc tout le monde les connaît. Elles ne sont plus confidentielles et en plus nécessitent une assemblée générale extraordinaire pour les modifier. Ça, c'est quand même une lourdeur. C'est tout l'intérêt du pacte d'associés. Enfin, un des intérêts, c'est qu'on peut le modifier à peu près quand on veut, sans faire de publication, sans réunir d'assemblée générale extraordinaire. Donc là, il y a comment dire, un choix, une analyse à faire entre intégrer certaines choses dans les statuts ou pas. En vérité, c'est assez peu pratiqué que des conditions de sortie convenues dans un pacte d'associés soient retranscrites dans des statuts. Moi, je n'ai pas connu cet exemple. Enfin, c'est un exemple qui est permis par les textes.
Donc les critères de choix d'un point de vue juridique, hein, c'est quant à la structure, au choix de la structure, c'est est-ce que je veux une structure relativement souple, fermée ou ouverte. Si je la veux fermée, ben, ça sera une SARL ou une SAS avec en plus donc, des conditions d'agrément qui pourront être intégrées dans les statuts. Si je la veux ouverte, eh bien, ça sera la SAS ou la SA si j'ai besoin de gros moyens pour développer mon activité, mon métier, conformément à l'objet social de la société. Est-ce que je veux quelque chose qui soit très souple? À ce moment-là, un gérant et une assemblée générale suffiront. Il y aura un rapport annuel, point. Est-ce que je veux à la fois que ce soit fermé, mais que ce soit déjà plus structuré? Donc ça sera peut-être la SAS, puisque je peux la fermer par des clauses d'agrément statutaires. Et puis je peux créer donc un organe de suivi avec pouvoir consultatif ou décisionnaire, par exemple. C'est un signal aussi pour les personnes qui seraient intéressées d'entrer notamment dans le capital, de se dire « Ah ben oui, c'est une SAS, par exemple, qui a tout prévu, puisque je vois dans ses statuts, il est expressément dit, ce n'est pas une obligation légale, mais on peut le mettre, parce que c'est aussi un outil de communication, les statuts. On peut dire, eh bien, il sera possible, conformément à la loi, de créer un organe de suivi avec pouvoir décisionnaire ou pouvoir consultatif. Voilà. Vous pouvez déjà l'intégrer dans les statuts. C'est une faculté qui existe, ce n'est pas une obligation de les mettre dans les statuts, mais ça peut être un moyen de communiquer aussi avec les personnes avec lesquelles vous êtes susceptible d'avoir de réaliser une augmentation de capital et de les faire monter au capital de la société. Que ce soit des investisseurs dormants ou actifs. Parce que c'est vrai que quand on est plutôt une entreprise qui démarre, on cherche surtout des partenariats, c'est-à-dire des gens qui vont nous aider à rentrer sur des marchés. Donc si une personne, si on a vraiment besoin d'argent frais, peut-être qu'on va accepter de faire rentrer une personne qui a seulement de l'argent frais et qui n'a pas trop d'exigences sur le management. Mais par contre, si on fait rentrer de l'argent frais et en plus une personne qui peut nous introduire dans tel ou tel marché, ça c'est quand même un plus qui est quand même non négligeable. Donc c'est souvent comme ça que se passent les augmentations de capital pour les entreprises qui débutent. C'est à la fois lié à la qualité de l'actionnaire qui veut rentrer en plus de son argent, quoi. Voilà. Alors ensuite, sur le choix du statut du dirigeant, c'est-à-dire dirigeant simplement, entre guillemets, mandataire social, qui va cotiser au RSI, ou alors dirigeant qui aura donc en plus d'avoir le pouvoir, la capacité juridique d'être le représentant légal de la société qu'il va diriger, d'avoir aussi un statut de salarié. Donc ça c'est possible. Dans ce deuxième cas, c'est possible. Quel est tout d'abord le premier critère d'une relation de salarié ou du contrat de travail? C'est le lien de subordination. Voilà, ça, c'est le lien de subordination. Donc, ça sera possible, par exemple, dans une SA, si c'est une SA directoire et conseil de surveillance. Le président du directoire, comme il a au-dessus un conseil de surveillance, a effectivement un lien de subordination vis-à-vis du conseil de surveillance, donc pourra avoir un statut de salarié. Ensuite, pour les SAS, c'est possible d'avoir le statut de salarié si la personne est actionnaire minoritaire. Enfin, il y a un autre intérêt d'ailleurs à choisir SAS, notamment SASU, c'est que vous pouvez ne pas avoir à payer de charges sociales si vous n'avez pas de revenus, si vous ne touchez pas de salaire, mais que vous touchez uniquement des dividendes une fois par an. Donc ça, c'est un intérêt fiscal intéressant. Bon, alors évidemment, il faut avoir des revenus ou des moyens de subsistance à côté pour pouvoir toute une année tenir sans salaire. Mais si vous avez des revenus par ailleurs, c'est une structure sociale intéressante parce que vous ne payerez pas de charges sociales tout en étant président de cette SAS, unipersonnelle ou pas d'ailleurs. Ensuite, sur la SARL, donc pour pouvoir bénéficier du statut de salarié et aussi, si vous quittez ce statut,
pouvoir bénéficier derrière des assurances chômage, il faut que vous soyez gérant minoritaire. Et si vous êtes co-gérant minoritaire, mais que l'ensemble des co-gérants constitue la majorité du capital, les propriétaires de la majorité du capital social de la société, là, vous ne pouvez pas bénéficier du chômage. Vous pourrez bénéficier du statut de salarié en termes de revenus, couverture sociale, mais pas du chômage dernier. Il y aura un challenge qui sera fait par le Pôle emploi et qui va vérifier si vous aviez effectivement cette qualité de lien de subordination qui existait. Et s'il considère que le collège de la cogérance avait réunissait plus de la moitié du capital social, considérera qu'il n'y avait pas de lien de subordination et vous ne pourrez pas bénéficier du chômage, quoi. Alors, ceci dit, on est en pleine réforme au pluriel, et donc c'est vrai qu'un des projets de M. Macron, notre président de la République, c'est de permettre aussi à des mandataires sociaux de pouvoir bénéficier du chômage. Donc ça, cette question aujourd'hui apparaît peut-être plus théorique dans quelques semaines, on va voir ce qui nous est effectivement proposé. En tout cas, un des intérêts de la SASU, si le président a des revenus à côté, c'est de ne pas payer de charges sociales comme un salarié. Donc ça, c'est quand même une économie importante pour la structure, au moins pour lui-même. Voilà, j'en ai terminé sur les choix de la structure et les choix aussi du statut du dirigeant. Et je répondrai volontiers à vos questions ou commentaires. On est dans une économie assez collaborative. Est-ce qu'il y a des nouveaux statuts ou formes d'entreprise qui sont en train de prendre du galon Que l'on voit poindre ou qui ont été déjà publiés? Alors, sur la scope, effectivement, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu la demande jusqu'à présent, donc je ne me suis pas trop trop investi sur le sujet. Donc, l'idée de la scope, je la restitue d'il y a quelques années, donc je pourrais donner une réponse écrite plus complète si vous le voulez. Mais l'idée de la scope, effectivement, c'est de mettre en commun des moyens en vue d'en tirer un bénéfice. Et c'est une différence par rapport au GIE, groupement d'intérêt économique, qui lui est rarement créé, en tout cas je n'ai jamais entendu parler d'une création ex nihilo, lui est toujours créé à partir de sociétés qui préexistent. C'est-à-dire c'est des sociétés qui préexistent et qui décident de mettre en commun des moyens en vue de créer donc un groupement d'intérêt économique. Donc tous les mots là ont un sens, groupement d'intérêt économique, donc, dont le but ne sera pas directement de faire un profit, mais de faire une économie en vue d'attaquer par exemple d'autres marchés. Voilà, c'est d'être plus fort à plusieurs sans créer de véritable volonté de gain. C'est souvent, alors au début c'était souvent utilisé pour des questions de recherche et développement. C'est vrai que c'est utilisé dans l'industrie aussi pour le développement à l'international. Une des raisons pour lesquelles c'est peu utilisé, encore qu'il y a de très grands GIE, notamment un grand GIE européen dont je vais parler. Une des raisons pour lesquelles c'est peu utilisé, c'est qu'en principe il y a une responsabilité illimitée de la part des membres de ce groupement d'intérêt économique. Voilà. Donc moi je l'ai connu personnellement en intragroupe ou alors entre différents groupes quand les gens ont l'habitude de travailler ensemble depuis très longtemps. Ce sont des groupements qui sont créés la plupart du temps pour des dizaines d'années, voire dans l'idéal on pense qu'on ne va jamais plus se quitter. Voilà. Alors il y a un grand groupement d'intérêt économique européen qui est très connu, c'est Airbus en fait. Alors ça a changé tellement de nom, donc je ne sais plus quel est l'étage dont il s'agit. Alors il y avait une particularité, à ma connaissance, qui n'a jamais été challengée devant un tribunal, qui est discutable.
J'ai signé des contrats, enfin, pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai eu à négocier et à signer des contrats avec Airbus. Et donc, quand vous signez avec Airbus, donc vous avez, dans le groupement en dessous, vous avez différentes sociétés qui sont mentionnées. Ça peut être Airbus Allemagne, Airbus France, Airbus autres. Et il est dit que chacune de ces sociétés est limitée à sa responsabilité limitée à temps. Et le groupement, donc, dans cette opération, vous acceptez que le groupement ait sa responsabilité limitée à temps. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, mais voilà, donc ça fonctionne, hein, commencer, hein, il y a quand même de très belles réussites. Oui. Je vais rebondir sur la question de Bruno, parce qu'effectivement, l'agence France Entrepreneur passe des informations régulières, intéressantes, une bonne adresse. On voit aussi apparaître un peu plus de coopératives, y compris au niveau des commerçants, parce qu'en scope, on pense production immédiatement, mais effectivement, et personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne réponse au risque d'ubérisation. Un thème qu'on a traité il y a un certain nombre de mois. Coopérative de commerçants, ça ne représente pas le même risque que le GIE, comme vous venez de le rappeler. Je pense qu'il y a certainement un potentiel assez fort pour lutter contre les différentes plateformes, parce qu'il y a des petits malins, tout le monde l'a observé, les plateformes surtout, qui viennent coiffer votre job. Exactement. Pourquoi ne pas les précéder en se mettant, Absolument. en passant des accords avec des pairs, enfin, selon les professions, et créer ces fameuses coopératives. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc, sur les scopes, un peu de réserve personnelle, c'est le problème de la transmission, on a du mal à en sortir. Et c'est vrai qu'intellectuellement, la notion d'unir ses forces, à mon avis, a du potentiel. Deux points d'histoire. Alors déjà, jadis, quand j'étais enfant, je pouvais aller acheter du lait dans des bouteilles de verre qui étaient consignées à la Coop, par exemple, qui était tout un réseau en France très très connu. Donc c'est vrai que ça a disparu par la suite. Mais voilà, il y a eu un réseau effectivement qui a été très très vivant. Et puis la Coop existe encore, par exemple, notamment dans le midi de la France, avec les coopératives agricoles. Voilà, ça c'est une réalité encore très forte et qui ont toujours le statut de coopératives agricoles, parce qu'il y a d'autres coopératives qui se sont transformées en SA, qui ont des tailles mondiales maintenant dans l'agroalimentaire. Mais voilà, donc effectivement, ça marche. C'est vrai que c'est des gens qui sont attachés au terroir et de génération en génération, même si il y a moins d'agriculteurs et qu'il y a pas mal de regroupements, ça fonctionne encore quand même, effectivement. Et c'est vrai que historiquement, ça s'est beaucoup développé dans les années 30, donc en période de crise, effectivement, où les gens ont décidé de s'allier pour effectivement avoir une puissance d'achat plus importante, d'investissement plus importante, effectivement. Et ça existe par exemple aussi, donc quelque chose qui est plus nouveau dans les chèques déjeuner. Hein, c'est une coopérative, c'est la plus grande coopérative de France. Alors je ne sais plus si c'est chèque déjeuner ou chèque repas ou chèque vacances, mais en tout cas c'est près de 1000 personnes, je crois, de mémoire. Donc c'est une grande coopérative qui est dans l'économie moderne, on peut dire, d'une certaine manière. Oui. Moi, je vais revenir au cas de la SAS. Oui. Donc, dans une SAS, c'est automatiquement un président. C'est ça, il peut y avoir de gérant et de co-gérant. Ah, c'est un président. C'est un président. Voilà, on l'appelle président, c'est comme ça, mais la fonction est la même. Il a les pouvoirs les plus étendus de la manière qu'un gérant pour une SARL. Par contre, il peut nommer un directeur général délégué, par exemple. Qui aura, lui, comme le nom l'indique, un pouvoir délégué, c'est-à-dire une sphère de compétences et de responsabilités délimitée. Mais il ne peut pas y avoir, comme il peut y avoir des co-gérants, de co-présidents. Pas que je sache, non. Non, il y a un seul président. Oui. Question du coup pour la cogérance, quel peut être l'intérêt, dans quel cas vous la conseillerez et dans quel cas vous la déconseillerez? Pour la gérance dans le cadre d'une SARL? La cogérance, c'est deux personnes qui veulent être investies, qui veulent avoir des responsabilités, qui veulent s'engager. C'est souvent deux personnes qui apportent des capitaux de manière, je dirais, relativement égale en termes de montant. Voilà, je dirais que d'abord l'aspect déterminant, c'est personnel, c'est une personne qui va être engagée, qui va prendre des décisions, qui va faire des démarches X qui vont sortir de l'ordinaire, on va dire.
Je dirais qu'il y a un critère personnel et après il y a l'aspect capital, quoi. En termes de risque, il n'y a pas de risque? Bah, le risque, effectivement, quand on est deux, c'est qu'il y a une mésentente. Donc à ce moment-là, on a un pacte d'associés concernant des associés d'un USARL et qui prévoit les conditions de sortie. C'est vrai qu'il faut que les gens en discutent beaucoup parce que quand on démarre comme co-gérant, on s'investit beaucoup en principe. Si ça marche bien pour l'autre, celui qui marche bien va dire bah, lui, t'en fais pas autant que ce que je pensais. Enfin, voilà, En plus, s'il y a un époux ou une épouse ou un compagnon à côté qui peut aussi mettre son grain de sel, ça fait beaucoup d'éléments qu'il faut savoir gérer parce que c'est la réalité humaine. Et donc c'est bon d'avoir un pacte d'actionnaires ou d'associés là, auquel se référer. Voilà. Mais c'est un effort, hein, c'est sûr. C'est un effort de communication, il faut avoir une proximité, il faut avoir des valeurs communes en principe, puis un environnement aussi qui soit porteur et respectueux aussi de l'indépendance du compagnon, de la compagne qui s'investit dans cette cogérance. Oui. Le pacte d'actionnaires ou le pacte d'associés, il se rédige de quelle manière? Il se dépose en quelque part? Non, vous le gardez pour vous, hein, c'est secret. Enfin, c'est un des intérêts, c'est qu'il soit secret. Par contre, votre banquier peut vous le demander. Hein, par exemple, il veut s'assurer que si vous faites un emprunt, par exemple, auprès de lui, que s'il y a une mésentente au niveau de la direction, il y a une solution qui soit trouvée. Donc lui, ça va l'intéresser de savoir quelle est la solution que vous avez envisagée pour le cas où, malheureusement, vous devriez vous séparer. Voyez. Et quand vous dites qu'il est secret, pardon, mais du coup, c'est le président qui doit le rédiger ou c'est Là, on est au niveau des associés, c'est-à-dire on est au-dessus de la société, vous voyez. Mais effectivement, on peut cumuler les deux, très souvent c'est le cas d'ailleurs. C'est-à-dire il y a un associé qui est à la fois président. Mais ce sont les associés, en tant qu'associés, non pas en tant que président, qui vont signer ce pacte. Donc il reste secret entre les associés? Oui, qui reste confidentiel entre eux. S'ils l'ont prévu, généralement on le prévoit. Voilà, c'est un des intérêts. Oui. Oui, un petit témoignage seulement en tant qu'ancien du secteur bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les co-gérances, c'est pas une règle absolue, mais enfin, le 50-50, c'est assez bloquant au niveau des décisionnels de banque, parce que, comme notre intervenant l'a dit, il faut que vous soyez d'accord sur tout le temps. Donc, c'est un peu contre nature. Donc, sachez-le bien. Vis-à-vis des banques, vous risquez un jour, ou d'intervenants investisseurs financiers, c'est pas forcément coopératif. Alors, ayant dit cela, c'est vrai qu'on a envie de le faire quand on crée. Comment faire? Il peut y avoir peut-être des directions alternées, comme dire que vous êtes le patron d'une année et que l'année suivante, c'est votre associé qui prendra le relais. Enfin, trouver quelque chose, mais il faut qu'il y ait un décideur. Oui. Alors, il y a une étude qui a été menée pour ceux qui s'intéressent aux startups qui ont une évolution rapide, The Galleon Project. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une réunion de grands investisseurs dans des startups, investisseurs à succès et startups à succès, donc, qui ont créé ce projet là, il y a 2 ans maintenant, je crois. The Galleon Project, qui est un très beau site, et qui a fait une étude qui est parue au printemps, là, qui indiquait que les sociétés... Alors, ce n'est pas parmi les sociétés qu'ils ont étudiées, les jeunes sociétés étudiées, la différence n'est pas très forte, mais ils indiquent une tendance où dans les entreprises qui ont un dirigeant affirmé, elles progressent plus que les autres où il y a une cogérance ou l'équivalent d'une coprésidence à 50-50. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus les sociétés où c'est à 50-50 en termes de direction ou de capital, des sociétés qui vont couler plus que les autres, mais ils ont remarqué une progression moins rapide par rapport à des sociétés où il y a une présidence ou une gérance plus affirmée, dominante, on va dire. Voilà. Mais c'est pas, je pourrais vous fournir le lien si vous voulez, parce que c'est en ligne, c'est pas une différence aussi importante que l'entend, mais voilà, monsieur témoigne de son expérience qui peut se comprendre, effectivement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis désolé, je vous ai tourné le dos la plupart de l'exposé. Oui. Je suis en train de lancer une activité de conseil et de formation en management et de médiation du travail. Certaines personnes m'ont conseillé
SASU, et d'autres me conseillent le portage salarial. D'accord. D'accord. Alors, je pense qu'il y a plusieurs temps. Enfin, ce serait ma suggestion. Hein. Et ma suggestion, ça serait pour... vous avez déjà facturé là ou pas? Non, d'accord. Alors, ma suggestion, ça serait de passer d'abord par le portage salarial, puisque vous allez pouvoir vous concentrer que sur votre métier. Hein. Le portage salarial, c'est bien considéré. Il y a des gens qui sont très bien considérés, qui font des formations internes, etc., comme ITG par exemple, mais il n'y a pas que. Et ça va vous alléger sur tout ce qui est formalité. Voilà, surtout si vous n'êtes pas juriste de formation au départ, ça sera ma suggestion. Et ensuite, parce qu'en plus, vous avez un statut de salarié là, hein, donc vous pouvez avoir des congés payés, enfin bon, pourvu que vous ayez des revenus bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez par exemple, vous facturez 20 000 € demain, pendant un mois ou deux, vous n'avez rien, votre porteur salarial va vous permettre de lisser vos revenus. Donc vous allez avoir 3 fois 4 000 € par exemple, vous voyez. Donc ça aussi, je pense, c'est un des intérêts. Enfin, moi, je pense que le portage salarial, c'est une bonne formule pour observer. En plus, vous n'allez pas être seul. Ça aussi, je pense, c'est intéressant. Vous allez rencontrer, pourvu que ce soit un porteur salarial un peu structuré, vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même réflexion ou la même action que vous. Et donc, ça va vous conforter dans vos acquis ou vos actions commerciales, je dirais. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose, le portage salarial. Voilà. Et en plus, si vous l'arrêtez du jour au lendemain, parce que finalement, ce n'était pas ça, c'est une autre hypothèse, hein, mais voilà, vous pouvez le faire très facilement sans avoir d'assemblée générale extraordinaire, etc. Donc je pense que c'est une souplesse qui est, à mon avis, très intéressante. Ouais. Et ça vous met en lien avec d'autres, ce qui, à mon avis, quand on est dirigeant, est un facteur dynamisant, quoi, structurant. Après, effectivement, j'arrive un petit peu à cette conclusion. Ouais. Mais par contre, dans les sociétés de portage salarial, il y en a un nombre. Il y en a beaucoup, oui. Il faut, je pense qu'il n'y a pas que le coût. Je crois que c'est autour de 8 ou 10%, je crois. Je ne connais pas les derniers chiffres. 12%, ah oui, alors ça a augmenté. Hein. Ah oui, ça a augmenté, effectivement. Alors, j'ai entendu parler jusqu'à 5% hein, pour certaines. Mais je pense qu'il faut voir ce que la structure propose, notamment des formations, des rencontres. Il y en a qui sont animées, je dirais. Et je pense que c'est utile d'en profiter, hein, vraiment. Donc, à quel moment on peut lancer sa SASU, en fait? Eh bien, c'est à partir du moment où vous dites « j'ai envie de facturer en mon propre nom ». C'est à partir de ce moment-là. Voilà. Hein, où vous voulez vous affirmer. Voilà. Vous pensez que vous avez une capacité de développement, vous allez créer votre propre site Internet. Enfin, vous pouvez avoir votre site Internet, d'ailleurs, en étant en portage salarial aussi. Hein. Voilà. Vous voulez vous affirmer, vous sentez qu'il y a un développement vraiment et vous n'avez plus effectivement envie de payer 10, 11, voire 12%, j'entends, à une autre société, ce qui est quand même important. Hein.